Espace TV, le 22h. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Le général Sekouba Konaté, 8 ans après avoir dirigé la transition militaire, dégaine ses munitions dans l'arène politique guinéenne. Dans un entretien exclusif avec le journaliste Lamine Guirassi, le sulfureux Sekouba Konaté a mis les pieds dans le plat. Décryptage de cet entretien dans ce journal. À l'hôpital Jean-Paul II, les soins riment avec l'ambiance dans l'enceinte de cette structure sanitaire. Une salle contiguë à celle de la réanimation sert de lieu de loisir aux grandes dames des malades alités. Et puis les jeunes de la région de Boké, précisément de Sangaredi, bénéficient d'un appui de la GIZ qui les a réunis autour de la table en vue de prévenir les différentes manifestations devenues récurrentes dans cette zone minière. Il a été président de la transition guinéenne entre 2009 et 2010 à l'issue des élections présidentielles qui ont porté Alpha Condé au pouvoir. Il a quitté la Guinée et n'y est plus retourné. 8 ans après, le général Sekouba Konaté a décidé de briser le silence en faisant de graves révélations sur des points importants de la transition et de l'actuel régime. Dans un entretien exclusif accordé à Lamine Guirassi à Paris, Sekouba Konaté s'est livré à bâton rompu. Antoine Kouroma nous signe ce décryptage. Le général Sekouba Konaté, ancien président de la transition, a gros sur le cœur. Il a tenu à le faire savoir dans cet entretien spécial. Donc quand j'entends les gens dire « j'ai trouvé un pays, pas un État », je voudrais qu'ils me donnent la définition de l'État ou bien d'un pays. L'État, c'est une continuité. L'ancien numéro 2 du CNDD dit être déçu de l'actuel président guinéen pour ses manœuvres l'empêchant de s'épanouir à partir de l'étranger. Il accuse Alpha Condé d'avoir gelé ses comptes depuis le Maroc. Le peu qu'on a pu avoir un peu partout, avec les différents chefs de l'État, avec le guide, tout et tout. On prend ça, on envoie ça ailleurs et dit au gars qui est au Maroc là-bas, mets ta main sur ça, voilà. Mais d'abord, je ne suis pas pressé parce que d'abord, c'est l'Afrique. Un vendeur de drogue, un vendeur d'armes. Où on va? Toi, tu prends ça comme ton homme de confiance. Au sujet des élections présidentielles de 2010, le général Sekouba Konaté lève un coin de voile sur les vainqueurs du premier tour. Bon, j'étais déjà au courant que c'est Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé qui devaient aller pour le deuxième tour. Ben Sekou est venu. Le ministre Thibault est venu. Quand il est venu, ils ont commencé à discuter entre eux. Ils sont entendus, c'était fini. Lui, en rentrant, il dit, je crois, il a dit à Sidia, selon les renseignements reçus, il dit que ce dernier peut ouvrir sa bouteille de champagne déjà, qui va au deuxième tour. Qui a dit ça? Ben Sekou, Okay. Qui a dit ça à Sidia. Voilà, après il est rentré, dès qu'il est rentré, il m'a parlé, voilà. Mais entre-temps, Thibault est venu. Thibault, ils ont discuté entre eux là-bas, la solution était là. Il était question qu'il arrive à éliminer Alpha Condé en faveur de Sidia Touré. On a dit non, ça ne peut pas marcher. Sur la question d'un éventuel troisième mandat que voudrait briguer l'actuel président, l'invité de Lamine Guirassi a invoqué la Constitution pour montrer son opposition. Il faut lire l'article 27 de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, consécutifs ou non. Personne n'acceptera ça. Ça sera impossible. Sur son éventuelle entrée en politique, le général Sekouba Konaté ne cache pas ses intentions. Il entend d'ailleurs revenir dans son pays très bientôt. Je suis en train de réfléchir. D'accord. Au moment opportun, je dirais effectivement, bientôt je vais rentrer au pays dans 8 mois. Bien. Ça, il n'y a pas de cité et je continuerai à remercier le peuple français. Cette interview exclusive qui a duré plus d'1 heure a permis à l'ancien président de la transition de donner son point de vue sur la gestion du pays par celui qui lui a succédé en 2010. C'est un général apparemment remonté à bloc qui s'est présenté sur ce plateau télé et qui a l'air résolu à dire sa part de vérité dans beaucoup de dossiers jugés secrets ou sensibles. Sur la question de l'attaque du domicile du chef de l'État en 2011, le général Sekouba Konaté ne nie pas qu'il y a eu attaque, mais pense que les commanditaires n'ont pas été discrets et qu'ils auraient été pris dans un piège qui aboutit à des règlements de compte.
c'était pas du cinéma seulement. Les gens qui étaient là, ils n'ont pas été discrets. Et éventuellement, ils étaient déjà infiltrés. Moi, je dis que le militaire n'agit pas comme ça. Un militaire, c'est pas comme ça que tu agis, réellement. Mais ce qui m'a peiné, a dit, tous ces gens-là qui ont participé à l'avènement de la démocratie en Guinée, les gens ont profité pour faire des règlements de compte. Je t'ai montré le cas du commandant Julien, je t'ai parlé le cas de Gaulle, de Haïdor, et de No Cham, de l'autre là, comment il s'appelle, Saliou, qui était commandant du camp Kamen. Tous ces gens-là, c'est des règlements de compte faits par certains militaires qui ont non seulement divisé l'armée, et qui sont assis là-bas, ils croient qu'ils sont camouflés. Mais ils ne sont pas camouflés, réellement. Ils sont bien vus. Mais un jour viendra, je crois qu'ils répondront devant l'histoire. Et d'habitude, quand quelqu'un est là, tu parles quelque chose, on vise des gens, on fait autre chose, mais je prends, ça dit d'abord le peuple de Guinée en témoin. Je prends la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale. D'ailleurs, comme je dois faire bientôt mouvement aux États-Unis, je passerai au département d'État aussi pour les expliquer. C'est pas normal, on doit dépasser ça maintenant. L'égoïsme, l'ingratitude, le règlement de compte. Mais où on va? Sur un tout autre plan, les produits guinéens sont prisés notamment en Europe et aux États-Unis, mais ils sont peu connus et quelquefois taxés de ne pas répondre aux normes exigées par ces puissances étrangères. Pour changer la donne, l'ambassade des États-Unis et le gouvernement guinéen forment les femmes qui interviennent dans ces secteurs en vue de booster leurs compétences. Dans le même élan, le ministère du Commerce plaide pour l'installation d'un laboratoire digne pour faciliter le contrôle qualité des produits à partir de la Guinée. Mamadou Sadio Baldé, Amara Alexis là pour le détail. Nous sommes les premiers responsables du refoulement de nos produits. Ce mea culpa du ministère du Commerce en dit long sur la qualité des produits guinéens, mais aussi les difficultés que les productrices rencontrent sur le terrain. C'est pourquoi le gouvernement américain entend faciliter cette formation à l'intention de ces femmes afin qu'elles puissent répondre aux normes internationales. Durant ces 3 jours, on va doter des femmes les conditions de certification de nos produits, les bonnes pratiques d'hygiène pour les transformations, pour les qualités. Même pour la consommation interne, le problème de qualité et d'hygiène se pose aux producteurs transformateurs guinéens. Pour espérer aller à l'assaut des marchés internationaux, il est indispensable de relever un certain nombre de défis. Pour avoir un bon produit, il faut avoir une transformatrice ou un transformateur qui est bien formé, qui puisse connaître d'abord la qualité, l'origine du produit, avec quoi on a produit, n'est-ce pas, la matière, pour que de la production à la transformation jusqu'à la consommation, qu'on puisse avoir réellement un produit commercialisable au national et à l'international. Les pays européens et américains doivent être flexibles et aider à la mise en place d'un laboratoire digne. De notre pays n'arrive pas à tirer profit de toutes ces facilités de commerce qui existent entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Concernant la commercialisation de ces produits agricoles, nous allons mieux apprendre ici afin de mieux s'armer pour confronter le marché. C'est pourquoi le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Action sociale, exprime sa gratitude aux partenaires de la Guinée. Et exprime ma profonde reconnaissance à l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour son appui constant au programme de développement socio-économique de notre pays et à Haute Guinée en particulier. Scandale à l'hôpital Jean-Paul de Tenay, une salle de mariage y est logée dans l'enceinte de cet établissement sanitaire. Eh bien, l'hôpital Jean-Paul II n'offre pas que des soins, eh bien, il vous offre également une salle de loisirs avec des conditions d'indisponibilité à la clé pour les malades. Et c'est une salle qui ne manque pas de clients. Le week-end dernier, un couple, à côté de la salle de réanimation, célébrait un mariage. Mais nous vous laissons voir ces images de nos confrères de Gangan TV commentées par Jacques Lewaleno. L'hôpital Jean-Paul II. Dans ce reportage, nous le représentons par cette ambulance et ce malade alité. Pour ce samedi 23 juin,
un service nous intéresse, la réanimation. Un malade dont les parents ont accepté de prendre l'image se bat contre le pire. Sous perfusion, il est obligé d'écouter de la musique. Tout près de lui, on peut penser à une manifestation de joie au quartier, mais c'est bien au sein de l'hôpital qu'un DJ procure de la joie à un couple. Le mariage. Des invités en nombre qui dansent comme dans n'importe quel lieu de loisir. Ici, personne ne se préoccupe de l'état de santé de ces Guinéens qui souffrent. La seule mesure qui a été prise par les responsables de cet établissement sanitaire, jadis l'un des plus respectés, c'est la fermeture de cette porte vitrée qui laisse tout de même voir une ambulance. L'atmosphère de cet après-midi du 23 juin irrite cet avocat. Maître Bérété est au chevet d'un proche qui se trouve dans un état critique. Il a du mal à comprendre la situation dans laquelle l'ensemble des malades se trouvent. Vous entendez déjà la musique? Ça, c'est pas de commentaires. Depuis 14 heures, c'est un mariage qu'on est en train de célébrer. Les gens, c'est contigu, c'est dans l'enceinte de l'hôpital. C'est pas seulement l'enceinte de l'hôpital, c'est contigu à la réanimation. Et ce n'est pas seulement le cas de Mombo, l'ensemble de la branche de ce côté-là, il n'y a que des gens qui sont dans le coma. Comment on peut célébrer le mariage et pour des raisons purement pécuniaires, on loue l'hôpital pour faire, on organise la mamaya dedans. Ça se passe des commentaires, vous pouvez partir voir. Une salle de mariage dans un hôpital, ça existe et c'est à Conakry. Ou bien il n'y a pas quelqu'un dans le pays là, ou bien le pays n'est pas contrôlé. Le cas de cet hôpital mérite des explications. Nous en parlerons sûrement dans nos prochaines éditions d'information. Après la phase théorique, l'heure est aux épreuves pratiques pour les candidats des écoles professionnelles. Les examens se déroulent dans des conditions les meilleures au centre des sages-femmes de Kobaya et des infirmiers d'État de Lambagny dans la commune de Ratoma. L'une de nos équipes de reportage était présente, Malek Sengana Kamara et Bromasori Kamara. Ce lundi, les candidats des écoles professionnelles font face aux épreuves pratiques. Dans cette clinique à Lambagny, les futurs infirmiers d'État. Loi est l'un d'eux. Devant le jury, il porte ses équipements puis tente d'apporter les soins à ces mannequins à l'image d'un patient alité. Comment il faut tracer le site d'injection, c'est-à-dire comment il faut repérer le site d'injection. On trace deux lignes. L'une verticale et l'autre horizontale, après avoir localisé bien sûr la fesse où on doit faire l'injection. Après ceci, on choisit le cadran supéro-externe, c'est-à-dire quand on divise la fesse en 4 parties, donc il y a 4 cadrans. Donc le cadran supéro-externe, c'est ce qui est concerné par cette injection qu'on appelle une injection intramusculaire. Dans cet autre centre à Kobaya, ce sont des futures sages-femmes. Certaines attendent qu'elles soient appelées pour être évaluées. D'autres jettent un dernier coup d'œil dans leur cahier pour pouvoir bien convaincre le jury. Celles qui sont déjà passées, c'est la confiance en soi. Je dirais que ça s'est bien passé. On m'a demandé, lorsque la femme vient dans la salle d'accouchement, la dilatation complète et que la poche des os est bombante, quelle sera mon attitude? Je les ai dit que je vais rompre la poche des os et diriger l'accouchement. Pour la réussite de ces examens de sortie, les responsables d'école ont mis les bouchées doubles. Bon, pour le bon déroulement de cet examen, nous avons d'abord en tant qu'associés les l'ordre des sages-femmes et l'association des infirmiers de Guinée, qui ont fourni, n'est-ce pas, une liste de membres de jury et c'est eux qui sont chargés d'évaluer nos étudiants. Avant le lancement des épreuves, le délégué national s'est adressé aux candidats. J'ai demandé aux étudiants d'être sereins. Ils doivent faire preuve de connaissance. Ils sont 413 candidats présentés par 9 écoles dans la commune de Ratoma. De la phase théorique à la pratique, aucune anomalie n'a été signalée, rassure le délégué national.
L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia vient de recevoir 920 ouvrages. C'est un geste du Haut Commissariat des droits de l'homme en Guinée. Ces documents vont servir d'appui aux étudiants et enseignants-chercheurs en master droit de l'homme et droit humanitaire. Membre de Calisso, El Haj Aliouba. Le Haut Commissariat des droits de l'homme en Guinée vient d'offrir une quantité importante d'ouvrages à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ces livres vont servir particulièrement le département master droit de l'homme et droit humanitaire. Aujourd'hui, nous venons remettre 920 ouvrages au département de master de droit de l'homme et de droit international humanitaire. C'est justement pour renforcer la capacité des étudiants et permettre aux éditeurs et chercheurs de s'outiller davantage sur la thématique des droits de l'homme afin de former les cadres de demain. En faisant ce don, le Haut Commissariat des droits de l'homme contribue à la formation des cadres qui doivent se battre pour le respect et la protection des droits de l'homme en Guinée. Les bénéficiaires saluent le geste. Selon le recteur de l'Université de Sonfonia, ces documents arrivent à point nommé. Présentement, la préoccupation de la réforme de notre système, c'est la formation des formateurs au niveau des études avancées, c'est-à-dire les masters et les écoles doctorales. C'est en ce moment aussi heureux, aussi précieux que vous nous faites ces dons. Ces ouvrages vont servir non seulement les étudiants, enseignants-chercheurs de Sonfonia, mais aussi des citoyens qui fréquentent leur bibliothèque, explique le recteur. Il ajoute que toutes les dispositions seront prises pour conserver les documents. Ce qui est évident, on ne peut pas parler d'études avancées sans livre, parce qu'un livre est fait par une personne, un groupe de personnes, lu par plusieurs personnes, édité par plusieurs personnes, et donc qui passe entre plusieurs mains. Avant Sonfonia, le Haut Commissariat des droits de l'homme avait offert des ouvrages aux universités de Farana, Kankan et Zérokoré. Remise d'équipements samedi dernier au centre professionnel de Beila. Il s'agit d'un don de l'Agence française de développement composé de brouettes, d'appareils topographiques et bien d'autres équipements destinés aux étudiants plombiers et maçons. L'objectif est de lutter contre le chômage, la pauvreté dans cette zone située à la périphérie de la Guinée. Al-Selibari, Tierno Sadouba sont nos envoyés spéciaux du côté de Beila. D'une valeur de 2,7 milliards de francs guinéens, ce don de l'Agence française de développement est composé de bétonnières, de brouettes, d'appareils topographiques. Il est destiné aux étudiants plombiers et maçons. L'objectif est d'équiper les écoles professionnelles dans les filières génératrices d'emplois, notamment agricoles et industrielles, mais pas seulement. Il est envisagé dans le cadre du projet la réalisation des travaux ci-après. La construction de 3 logements de fonction du personnel de la direction, la construction d'un dortoir, la construction d'une salle polyvalente, la réhabilitation d'un hangar existant pour servir de cantine pour la restauration des apprenants. La construction d'une maison des hôtes comprendra un bâtiment de 4 chambres de passage plus une salle de réunion. Le cloisonnement du bloc administratif en 4 bureaux et une salle informatique. La réalisation des travaux de construction d'un support de réservoir d'eau et le réseau de distribution d'eau dans tous les ateliers. Le ministre de l'Enseignement technique salue ce don et rassure de son utilisation rationnelle. Je voudrais rassurer les donateurs que ces importants matériels et équipements pédagogiques et didactiques, indispensables au développement des compétences techniques et professionnelles des apprenantes et apprenants du CFE de Beila seront utilisés à bon escient et dans l'intérêt de tous. Cette adéquation formation-emploi qu'offre ce centre permet d'une part de lutter contre le chômage des jeunes de Beila, mais surtout l'immigration clandestine.
Nous savons les difficultés que les entreprises, surtout minières aujourd'hui, ont pour recruter les techniciens à tous les niveaux. Vous avez bon nombre d'expatriés qui travaillent dans ces secteurs-là et il revient à l'État, malgré la politique nationale de l'emploi qui s'adresse à tous les Guinéens, à chaque couche, de faire en sorte que dans l'enseignement, l'orientation soit donnée à l'insertion. Monsieur le ministre vient de dire que quand tu fais l'enseignement technique, tu as la capacité de t'auto-employer, de travailler dans une entreprise ou même de travailler auprès de l'État. Malgré ces efforts fournis par le gouvernement et les institutions, d'autres défis restent à relever, notamment l'immobilier et équipements pour la soudure et l'électricité, les documents pour la bibliothèque et la logistique. Et puis cette brève, alors que le pont de l'Insan est en chantier, celui sur la Fatala, construit en 2005, montre des signes inquiétants de fissures. L'entrée du pont est endommagée, un trou béant apparaît, il n'a de cesse de s'agrandir. Cela a des conséquences sur le trafic routier dans cette zone minière entre Bofa et Boké. Les usagers s'en plaignent et cette saison des pluies n'est pas faite pour arranger les choses. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions d'information. C'était donc des images de Salifo Lifo Sissé. Et puis, nos confrères, Monument Sissé de Djigui FM, Mamadou Ouri Diallo de Gangon TV, Arfa Moussa Maka Diaby, jeune communicant du RPG Arc-en-Ciel, ont été victimes d'un accident de la circulation dans la zone de Kindia hier soir. Ils s'en sortent certes amochés, mais vivants. Pour être plus complet, notre collègue Koriabou Kourouma, hospitalisé à Niasdine, se remet de l'intervention chirurgicale à l'épaule et à la cuisse. Sa vie est hors de danger. Le groupe Adafo Média, son PDG Lamine Girassi et le gouvernement ont veillé à ce que les meilleurs soins soient apportés à ce caméraman d'Espace TV. C'est une innovation. Le Centre de formation internationale franco-guinéen IS Touré récompense ses meilleurs élèves. Cela s'appelle le prix de l'excellence initié par l'APAE avec le soutien des responsables de l'établissement. Cette première édition a réuni samedi parents d'élèves, le ministère de l'Éducation, des diplomates ainsi que Sidia Touré, le haut représentant du chef de l'État. Malik Senghana Kamara, Ibrahima Souri Kamara signe ce public reportage. Au total, il s'agit de 20 nominés de la maternelle au lycée. Tous achèvent l'année scolaire avec un trophée en main. IS Touré a également offert des cadeaux notamment composés de fournitures scolaires. Une récompense pour ceux et celles qui ont réussi à se distinguer. Nous avons différents prix qui nous a été offerts par nos sponsors, dont certains effets scolaires, et aussi un geste symbolique monétaire qui a été offert par différents sponsors pour pouvoir encourager les enfants. Le prix de l'excellence IS Touré est devenu une réalité grâce à l'association des parents d'élèves de l'établissement. Elle est dirigée par Geneviève Assa, qui appelle à une plus grande implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. Nous avons constaté un certain délaissement au niveau des parents d'élèves, c'est-à-dire les parents d'élèves ne se connaissent pas et il n'y a pas d'union entre les parents d'élèves. C'est ce qui m'a motivé au cours d'une réunion de direction à créer cette association de parents d'élèves pour permettre aux parents d'élèves de se connaître et puis pour être côte à côte avec la direction générale pour le suivi sur les programmes de nos enfants. C'est un bel exemple que l'ambassadeur de l'Algérie à Conakry demande aux autres établissements de suivre. J'ai retenu une chose, que l'association des parents d'élèves est une association très dynamique, très organisée. Elle a fait un travail vraiment excellent et je souhaite que d'autres écoles aussi lui emboîtent le pas. On a besoin vraiment d'une éducation de qualité. Le Centre de formation internationale IS Touré applique un enseignement général avec 80% du programme français et 20% de celui guinéen. Il a été créé en 2012 et offre un cadre d'apprentissage, notamment pratique, à ses élèves. Ici, une centaine de personnes de nationalités différentes, notamment indiennes, guinéennes et européennes, assisté ce week-end à la journée internationale du yoga en Guinée. Le yoga est un exercice qui permet à l'homme de s'éloigner de tout stress. C'est la salle d'un complexe hôtelier qui a abrité la cérémonie. La concentration dans les yeux des adeptes de la discipline, c'est avec Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara.
Un exercice de sport qui cultive les moyens de maintenir un comportement équilibré dans la vie quotidienne. Pour cette deuxième édition, ils étaient de nombreux pratiquants à y participer. Certains estiment que l'exercice aide à développer l'esprit, permet la persévérance et la concentration. Ce professeur de yoga enseigne aux élèves les techniques à employer pour fortifier les membres. Les gens que j'ai formés, ils appellent ça pharmacie cadeau. Donc le yoga, c'est quelque chose qui, en le pratiquant, tu gardes la santé. Même si jamais tu as des problèmes, des maladies, curieusement, l'énergie que ça va t'amener va soigner. Le yoga est aussi une discipline indienne qui permet également de prévenir les problèmes de santé tels que le stress ou la tension. De plus, la pratique ne connaît ni barrière de genre ni d'âge. Philippe est l'un des professeurs chargés de cours de yoga dans divers pays. Quelqu'un qui fait du yoga, il devient positif parce qu'il sait très bien qu'il fait partie du tout et que si lui, il fait des bonnes choses, ben, ça va contribuer au tout. L'harmonie et la tranquillité de l'esprit, réunir et joindre le corps résume la pratique du yoga. Une pratique ancienne qui date de plus de 5000 ans. Normalement, on est en train de demander à l'entraîneur s'il peut y consacrer un peu de temps et revenir de temps en temps et faire des séances, apprendre aux Guinéens comment traiter leur corps. Les pratiquants ont suivi avec beaucoup d'attention les postures visant à augmenter la force du corps et la mobilité des articulations. Vivo Énergie continue de faire des heureux parmi ses clients dimanche dans le cadre de sa campagne Shell Extra Challenge. La société a soumis ses clients à une course pour le gros lot, la voiture Toyota Corolla. À l'issue de ce grand défi, 2 finalistes sont retenus pour un autre duel. Abdraman Bam, Ibrahima Awal Kamara. Un défi pas comme les autres. Les concurrents doivent parcourir un kilométrage et un itinéraire bien défini, tout en respectant les consignes à la lettre. Parmi ces 4 candidats, seuls 2 ont pu franchir l'étape. Il s'agit de M. Ba Boubacar et de M. Bari Mohamed Sherif. Ce sont ces 2 clients-là qui vont s'affronter le 30 juin pour essayer de gagner la voiture neuve. C'est une composante du jeu promo Shell Extra Challenge qui consiste à acheter 200 litres de carburant dans les stations Shell. Les heureux gagnants de l'étape ne cachent pas leur joie et envie de rafler la mise. Je suis très content, je suis vraiment très content et je fournis l'effort pour arriver au final. Et je remercie Vivo Énergie et je porte confiance à eux. J'en suis sûr, je vais rapporter la victoire. C'est un sentiment de joie et de convivialité, vu que j'ai pu être qualifié à la finale. Ça veut dire que j'ai une grande reconnaissance envers Vivo Énergie. Pour rendre la journée plus mouvementée, la société Vivo Énergie a invité des célébrités à se prêter au jeu, comme Titi Camara, l'humoriste So Pedro et Lamine Girassi qui, par la même occasion, a eu droit à une surprise pour son anniversaire. À Sangaredi, la coopération allemande GIZ vient de financer la tenue d'une table ronde axée sur les revendications issues de la crise sociale devenue récurrente dans cette zone minière. Pendant 3 jours, 100 acteurs venus de la société civile, des communautés impactées et les représentants des entreprises minières ont réfléchi sur les 12 points retenus après les revendications sociales de 2017 dans cette zone minière. Une réflexion qui aboutira à un document de plaidoyer qui sera soumis aux autorités locales. Fodoma Kamara, Salifou Fossissé. Depuis 2017, la préfecture de Boké connaît des manifestations violentes faisant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Pour minimiser les risques de nouvelles violences, une plateforme impliquant les acteurs miniers a été mise en place pour tenir en compte les préoccupations des populations riveraines. Ce que nous avons enregistré à Boké, aucune préfecture ne l'a enregistré en termes de violence. Et déjà Boké est une région vitale pour la Guinée.
quand ça commence, il nous faut apporter quelque chose immédiatement pour calmer la situation, pour permettre aux uns et aux autres d'appréhender les rôles et les responsabilités de chacune des parties prenantes de l'exploitation minière. Pendant 3 jours, toutes les parties prenantes se sont regroupées à Boki pour explorer la mise en œuvre des revendications en 6 panels. Il est question de discuter de ces 12 points, mais surtout tirer leçon en vue de trouver des solutions idoines pour qu'ensemble nous formulons un document qui va servir de plaidoyer auprès des autorités afin qu'on prenne en compte beaucoup les préoccupations de Boké dans tous les domaines. Pour la représentante de NRJ, ces journées de réflexion vont permettre aux participants de prendre en compte les 12 points retenus après les revendications sociales de Boké. Donc l'objectif de cette table ronde a été en fait d'amener les différentes parties prenantes, de prendre connaissance encore une fois des 12 revendications, de faire une collecte de données au niveau de qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici, et d'identifier en fait des actions concrètes qui pourraient en fait alimenter le suivi dans les prochaines étapes. Ces 3 jours d'échange ont permis aux 100 participants venus des collectivités de Boké pour exposer les problèmes dont souffrent les citoyens impactés par l'exploitation minière. Il y a eu un atelier technique qui a défini les enjeux de ces revendications et qui ont abouti à la mise en place de 6 groupes de travail dans lesquels qui doivent aboutir à une feuille de route sur lesquelles nous allons plancher avec l'administration centrale. Une telle initiative de la GIZ contribue à pacifier les zones minières, notamment la préfecture de Boké, où les remous sociaux sont souvent enregistrés. Après les fantômes, le Camon X Pro et Spark 1, Tecno lance dès ce lundi le Spark 2, un téléphone accessible à toutes les classes sociales avec une mémoire interne de 16 Go et 1 Go de RAM. Mamadou Seliouba, Mohamed Alucine Camara signe ce public reportage. Tout beau dans sa vitrine, le Spark 2 que propose Tecno au public. Épais et résistant, sa caméra de 13 mégapixels est faite pour donner des images de bonne qualité. Le Spark 2 a quelques caractéristiques comme le Face ID, la caméra elle est un peu plus performante. Et comme vous pouvez constater, lors du PPT, ils ont montré le full display. C'est l'écran qui est de 18.9 maintenant. Le Spark 2 est l'innovation du Spark K7 et K9. C'est aussi une suite logique du Camon X Pro et du Phantom. Avec son écran plein, le Spark 2 présente des avantages plus larges que les précédents Spark. Le K7 a beaucoup fait un écho dans le marché et ça a beaucoup marché. Mais actuellement, il y a un produit de substitution qui est Spark 2 qui a une haute définition qui est plus performant que le K7 précédemment. C'est un téléphone très sophistiqué. Un téléphone qui a Android 8. Ce n'est pas tous les téléphones qui ont des capacités là. Disponible dans le marché et boutique agréée dès ce lundi, le Spark 2 vient avec un prix défiant toute concurrence, accompagné d'une garantie de 13 mois. Sur le continent, en Afrique du Sud, c'est le pays le plus industrialisé d'Afrique et pourtant le système de santé en Afrique du Sud est au bord de la faillite, en particulier dans le KwaZulu-Natal où les services de cancérologie voient certains patients mourir avant même de recevoir un traitement. Enterré sur la terre de ses ancêtres dans la province Zoulou d'Afrique du Sud. Piwankossi Mkizé est mort d'un cancer des poumons. Diagnostiqué en mai 2017, cet électricien à la retraite s'est vu proposer un rendez-vous pour un scanner 15 mois plus tard, faute de place et de moyens. Rencontré début 2018, il avouait alors avoir tenté de se suicider, accablé par la douleur. Je suis très reconnaissant que vous écoutiez mon histoire. Peut-être que grâce à ça, je vais avoir plus d'aide. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance est trop grande. Vraiment, je n'en peux plus. Face à l'aggravation de son état, le scanner a été avancé de quelques mois. Mais c'était déjà trop tard pour Piwankossi, qui est mort sans avoir reçu de traitement.
J'en veux au ministère de la Santé parce qu'il ne s'occupe pas des patients qui souffrent du cancer. Pour le député d'opposition Imran Kika, c'est tout le KwaZulu-Natal, la deuxième province du pays, qui est touché. D'après lui, près de 500 malades du cancer y sont morts avant même d'avoir reçu un traitement entre 2015 et 2016. C'est clairement une violation des droits de l'homme par le gouvernement, au préjudice des citoyens. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a déterminé que dans le système public de la province, un patient doit attendre 12 mois en moyenne avant de voir un cancérologue et 8 mois de plus pour bénéficier d'une radiothérapie. Il y a des inquiétudes, bien sûr. On aimerait tous avoir accès aux soins aussitôt qu'on détecte un problème. Il faut qu'on réduise les délais, mais on a plusieurs questions à régler. Pour essayer de combler le déficit, le ministère de la Santé a annoncé en juin l'attribution de plus de 6 millions d'euros au service d'oncologie de 2 provinces sud-africaines, dont le KwaZulu-Natal. Une aide qui arrive beaucoup trop tard pour la famille de Piwankosi Mkhize. C'est donc sur cet élément que s'achève cette édition d'information que j'ai eu un réel plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vous, El Ajalouba était présent à la régie Nala et Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francis Collier. L'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur Espace TV Guinée.info. Passez un agréable de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.